Bonjour à tous et à toutes, je suis Ludwine et vous écoutez le podcast Human Coders. Dans chaque épisode de ce podcast, j'invite un ou une dev ou professionnel de l'informatique pour parler de techno, de pratiques de développement ou bien de sujets plus généraux mais toujours en lien avec l'informatique. Au programme également, des parcours de dev qui j'espère vous inspireront. Alors tous les épisodes sont disponibles sur SoundCloud ou bien votre application de podcast préférée. Pensez à vous abonner et nous laisser des commentaires ou des likes, ça nous fera toujours plaisir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous connaissez sûrement un peu tous, ou du moins dont vous avez tous entendu parler, c'est de machine learning. Et précisément, on va rentrer dans le quotidien de Nastasia Sabi, qui est ingénieure machine learning. Donc, elle travaille sur des projets depuis l'ingestion des données jusqu'au monitoring des modèles de machine learning. On va parler donc de feature engineering, de tests de données, mais aussi de futurs nouveaux buzzwords ou nouveaux buzzwords actuels qui, selon elle, sont un peu plus en phase avec la réalité du terrain ou du moins de ce qu'elle vit, notamment le data drift et l'explainability. Bonjour Nastasia. Bonjour. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Alors du coup, effectivement, mon nom est Nastasia. Je viens du monde du développement back-end et j'ai sauté, dans le monde, de la data science et du machine learning parce que je voyais, des copains qui étaient, là-dedans et que, je trouvais ça, passionnant de faire autant de choses. Je trouvais ça super intéressant et du coup, aujourd'hui, je suis ingénieure machine learning. Qui est un peu un gros mot pour dire que, je suis data scientist avec la spécialité, heu, de tout ce qui, tourne autour de la production des, modèles de machine learning. D'accord. Et du coup, j'ai envie de t'embêter un peu là sur le titre. Pourquoi pas data ingénieur? Parce que pour moi alors du coup effectivement je pense que ça dépend beaucoup des entreprises. Je pense que les data ingénieurs ont une composante moins importante de data science. D'accord. Tu veux dire, tu interviens plus au niveau, du choix des modèles, peut-être de leur, paramétrage et cetera? Ben, j'interviens plus là-dessus et par exemple, je vais plus intervenir sur, le monitoring de modèles, mais au sens de vraiment un modèle et ses performances. Donc il faut avoir des notions ou au moins s'intéresser aux notions de comment on valide un modèle de machine learning, sur, quelle métrique il faut choisir, qu'est-ce qui est pertinent, voilà ce genre de choses. OK, non, mais, je pense qu'on reviendra plus en détail, là-dessus, dans la suite. En tout cas, c'est très clair. Alors, bon, le machine learning, je pense que tout le monde en a entendu parler, là, tous les devs qui nous écoutent, machine learning, intelligence artificielle, on peut citer quoi? Réseau de neurones? Je sais pas si tu en as d'autres? Oui, réseau de neurones, deep learning. Après, il y a tous les algorithmes qui tournent autour de tout ça, donc les régressions linéaires, les random forest. Oui, voilà. Bon, en gros, ce sont beaucoup de buzzwords et l'idée de cet épisode, c'était, d'aborder le sujet du machine learning un peu plus en profondeur, via ton expérience et donc j'avais envie que tu nous expliques un petit peu, en quoi ça consiste de travailler sur un projet de machine learning. Quelles sont les différentes étapes? Voilà, en quoi c'est différent peut-être d'un projet classique, de développement? Alors effectivement, il y a plusieurs étapes. Il y a quelque chose d'un peu linéaire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas itérer au milieu, mais disons qu'on va avoir plusieurs étapes. On va commencer d'abord par récupérer la donnée. La première chose, c'est qu'il faut récupérer cette donnée-là. Ensuite, cette donnée, elle est brute finalement et on travaille très rarement avec de la donnée brute et hop, on la donne à un algo de machine learning et ça marche. Non, généralement, il faut vraiment la travailler. Donc là, on rentre dans une étape de préparation de données. On, 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 on clean cette donnée. On en extrait ce qu'on appelle des features. Donc c'est là où, en fait, les features, c'est ce qui nous permet d'entraîner, le modèle. C'est, la donnée propre et utilisable, on va dire. Puis il y a Mmh. l'apprentissage dont on entend beaucoup parler. Suivi de l'apprentissage, il y a la validation. Il suffit pas juste, d'entraîner, il faut vérifier que, l'algorithme qu'on a choisi est bon, qu'il est bon,
On fait une validation, sur des données, que l'algorithme n'a jamais vues, mais il faut aussi vérifier que ça se passe bien dans la vraie vie. Il y a du monitoring, il y a de l'infrastructure, il y a pas mal de choses finalement dont on ne parle pas souvent. J'entends, j'entends. Et bah, peut-être que si tu le veux bien, ça serait peut-être intéressant de creuser, plusieurs de ces étapes pour, justement que les auditeurs, bah, comprennent bien de quoi il s'agit. Et j'avais envie que tu nous parles, plus en profondeur, du feature, engineering et peut-être, que ce soit illustré d'un exemple? OK, très bien. Alors du coup, le feature engineering, donc c'est le fait de donner, de passer des données brutes, on va dire, à des données que l'algorithme de machine learning peut manger. On fait ça pour plusieurs raisons. Il y a des raisons déjà techniques, on va dire, c'est-à-dire que la plupart des modèles de machine learning qu'on va utiliser, ils n'acceptent que des valeurs numériques. Donc ça veut dire que si on a des valeurs catégorielles comme des pays, il va falloir leur donner une correspondance en nombre. Déjà, il y a des raisons purement techniques. Mais au-delà de ça, c'est peut-être pas forcément ce qui nous est le plus intéressant. Hem, c'est le fait que les données arrivent de manière brute, elles arrivent de différentes sources, elles arrivent souvent dans des formats, différents et on en est souvent amené à, ben, collecter déjà cette donnée, l'enrichir, agréger, toutes ces données pour lui donner un autre sens. C'est quelque chose que le l'algorithme de machine learning peut avaler. Par exemple, je peux prendre un exemple qui est on cherche à prédire des pannes, les pannes d'un ascenseur. Donc on a des capteurs sur ces ascenseurs qui vont, récupérer, des événements, pour, nous aider à prédire, ben, quelle va être, quelle panne va avoir lieu et surtout, quand, pour pouvoir faire en fait de la maintenance prédictive, c'est-à-dire arriver, agir avant que la panne n'ait lieu. Donc pour faire ça, on a ces données, mais ces données, elles sont brutes. Par exemple, on a, l'heure d'ouverture, enfin le timestamp, on va dire, d'ouverture de la porte, le timestamp de fermeture de la porte. Du coup, cet élément-là, c'est un élément un peu brut. Peut-être qu'il va falloir faire un calcul et peut-être que ce qui nous intéresse, c'est le laps de temps qui se passe entre l'ouverture et la fermeture de la porte. Mais, pour faire ça, eh ben, il faut quand même faire un calcul et du coup passer de nos données brutes à des données plus travaillées. Est-ce que, tu arriverais à estimer un peu le temps que ça peut représenter, quand on travaille sur un projet de machine learning, cette partie de préparation de données et création de features? C'est une bonne question, c'est la première fois qu'on me la pose, Ah, OK. mais je pense qu'on peut dire un temps assez conséquent et en tout cas, j'ai connu des projets, heu, où le feature engineering était presque un projet à part entière et Ouais. c'est aussi ce qu'on voit. On voit des initiatives chez Uber, par exemple, avec le concept de feature store, où en fait, on va avoir des équipes qui vont, passer leur temps à préparer des features pour ensuite être, utilisées, par d'autres membres de l'équipe pour, se concentrer plus sur la modélisation. Ah ouais. Ah Mmh. d'accord. Ah ouais, je n'avais jamais entendu parler de ça, c'est super intéressant, hein. Tu voulais ajouter un truc? Non, juste pour dire qu'effectivement, ça peut être un temps, assez conséquent et je pense qu'on l'a pas toujours en visu quand on démarre. Moi non plus, quand j'ai démarré, ça m'empêche pas d'être toujours autant passionnée, par la data science, mais c'est vrai qu'au début, je pensais que j'allais passer beaucoup de temps, sur, la modélisation, c'est-à-dire chercher, le bon modèle et j'avais pas pris conscience du fait que le feature engineering, c'était une partie, mais enfin qui peut vraiment être conséquente. Bah, de mémoire, quand j'en faisais, c'était assez casse-tête, hein, parce qu'effectivement, tu avais des agrégations de données, qui arrivaient dans différents formats et finalement, bah, tu avais toutes tes opérations à faire sur ces données pour enfin avoir le bon jeu et la partie modélisation dans mon cas, était assez simple, quoi. C'était juste un appel, d'un algorithme assez classique, avec des petits paramètres à modifier, mais c'était clairement pas, la partie, qui me prenait le plus de temps. Et hem et j il y a un autre point, en fait, que tu as cité, dans les étapes qui me semble, super, enfin, qui me semble un peu sous-évalué.
Je trouve que c'est la partie, de validation, du modèle et tu parlais notamment, dans ton intro, bah, aussi de la performance d'un modèle. Peut-être que, tu pourrais nous détailler un petit peu plus en quoi ça consiste? Oui, alors du coup, en fait, finalement, il y a plusieurs manières de valider un modèle. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va le valider, en mode hors ligne, c'est-à-dire qu'on va, entraîner sur un certain jeu de données et puis on va faire des prédictions sur un autre jeu de données que l'algorithme n'a jamais vu et là, on va regarder quelles sont, ben, les performances. Donc là, ça peut être plusieurs choses qu'on va regarder. Ça va vraiment dépendre du projet et puis, si on fait de la classification, par exemple, on va vouloir, regarder, par exemple, combien de fois on a été juste. Si on est en train de plutôt essayer de prédire une valeur numérique, il va falloir, regarder, de combien on s'éloigne de la valeur numérique, parce qu'a priori, on ne sera pas 100 juste, donc il faut avoir une mesure de combien on s'éloigne. Et puis ça peut être aussi déjà des métriques complètement personnalisées qui sont plus, en mode, business. Par exemple, supposons qu'on cherche, à prédire la consommation, de carburant, d'une voiture. Parce qu'on dit: «Ben, moi, je vous garantis que cette voiture, je vous garantis que cette voiture, elle consommera tant à l'année» et sur cette idée-là, on vend la voiture. Le problème, c'est qu'il faut pas trop qu'on se trompe si on dit: «Ben, je vous rembourse la différence». Donc là, la métrique qu'on pourrait mettre en place, c'est regarder combien de fois on sous-estime et non pas combien de fois on surestime parce que finalement on s'en fiche, si on surestime, bon, bah, c'est gagné pour nous, c'est pas grave. Alors que sous-estimer, ça va avoir un impact financier pour nous. Du coup, c'est la raison pour laquelle on peut avoir une métrique complètement, business et complètement, personnalisée. Et puis au-delà de cette première validation qui finalement est hors ligne, il y a une validation, on va dire en ligne, c'est-à-dire, bah, comment le modèle performe réellement, dans la vraie vie. Donc là, ça veut dire qu'il faut qu'on compare les prédictions avec les vraies valeurs qu'on a pour savoir, ben, si, on est toujours, aussi juste finalement. Et puis cette validation, ça peut être aussi au-delà de: «Est-ce que je suis juste?» Est-ce que je suscite l'intérêt de mes utilisateurs? Du coup, Mmh. ça peut passer par de l'A/B testing, on peut regarder si on n'a pas de bug avec du canary testing. Du coup, ça peut être tout un champ finalement beaucoup plus large que, juste tester après, avoir, modélisé, son application. OK. Et du coup, quand tu parles de feature, business, ça me fait penser à un aspect, en fait, des projets de machine learning puisque, bah, les données, en fait, qui vont être, exploitées dans les algorithmes, vont peut-être, être d'intérêt soit pour le business, soit pour d'autres équipes et il me semble qu'il y a pas mal de collaboration avec d'autres équipes, pour le coup. Oui, c'est juste. En tout cas, c'est aussi, toujours, ce que j'ai vu. C'est-à-dire que, il y a des équipes, bon, ça dépend comment les entreprises organisent, mais, de data science qui collaborent avec des équipes de data ingénierie, qui collaborent avec le DevOps, qui collaborent avec le business. Je pense qu'il y a effectivement une forte imbrication, en tout cas entre le business et la data science, parce qu'on cherche vraiment à répondre à un besoin, business. Ouais. Bah, de mon expérience, bah, moi, j'ai fait partie d'une équipe de data engineering chez Leboncoin et bon, c'était il y a plusieurs années, mais à l'époque, effectivement, on était, nos premiers clients, en fait, étaient l'équipe, data science ou data analyst, et en fait, on mettait en place aussi des outils, des process, et des données pour eux, en fait. On faisait en sorte qu'ils puissent avoir, des données, utilisables facilement pour eux, leurs calculs, et l'application de certains algorithmes. Oui, j'ai aussi connu, des cas de figure comme ça, effectivement, où, l'équipe de data ingénieur mettait en place, bah, finalement toute la donnée, à destination de l'équipe de data science et c'est déjà, beaucoup de travail de Mmh. d'en arriver là. Ouais, ouais, ouais. Et il y a quand même un point, je trouve, qui est assez, important et dont on n'a pas forcément, trop parlé, c'est de l'importance des données, l'importance du choix des données.
Parce qu'en fait, OK, on a des données, on veut les faire parler, on crée des features, on a nos modèles, on les entraîne, on les valide et parfois, à la fin, quand on a fait tout ça, quand, tout ça est super bien fait, on se rend compte que peut-être que les données qu'on avait choisies au départ, elles étaient pas si pertinentes que ça, c'était peut-être pas les bonnes, peut-être qu'il en manque. Des fois aussi, on se rend compte qu'il manque des informations. Je sais pas si ça te parle et si tu as des conseils ou des trucs à dire sur le sujet? Oui, ça me parle parce qu'effectivement, quand on démarre, finalement, on a de la donnée. On croit qu'on va avoir besoin de certaines données, on fait des tests, on fait des tests de corrélation et puis finalement, c'est pas toujours aussi pertinent et puis c'est vrai qu'avoir des données redondantes, ça veut dire qu'on va, maintenir ces différentes sources de données, donc c'est beaucoup plus de travail. Donc c'est vrai qu'il faut essayer d'avoir des features qui parlent, qui permettent de prédire sans en avoir trop, non plus. Mmh mh. Et puis c'est vrai qu'on a toujours des surprises. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon expérience, c'est que la donnée, surtout quand elle est volumineuse, on a toujours des surprises, des choses qui manquent, des choses on n'avait pas compris qu'en fait ça marchait comme ça, que, ce code-là finalement il voulait dire ça et du coup, ben, on a fait des hypothèses qui sont pas forcément, toujours, pertinentes et ça veut dire que, bah, finalement cette étape de je nettoie mes données, je fais attention à ce que je prends et bah, des fois par surprise, en fait, on va dire, elle arrive finalement à la fin, là où on s'y attendait pas et il faut prendre des décisions. Est-ce que, bah, la tentation première, c'est de se dire: «Bah, je supprime par exemple les données qui n'ont pas de sens ou qui sont manquantes, donc je supprime ces lignes-là». Donc bah, faut voir si ça va avoir quel impact ça va avoir, sur le modèle. Donc là, c'est là où il faut, regarder un petit peu toute la performance du modèle et surtout le modèle dans la vraie vie. Combien de données sont impactées? Si c'est 1, effectivement, c'est peut-être pas très important, mais si c'est plus, bah, faudra peut-être, envisager de remplacer les données manquantes ou alors d'indiquer que la donnée est manquante. Et ça, finalement, c'est beaucoup de tests, pour, évaluer ce qui va être le plus pertinent. Et du coup, tu parlais enfin, quand tu parles de la notion de tester ces données, c'est, qu'est-ce que tu entends, en fait? Ah, là, j'entendais vraiment, prendre, telles features et puis regarder, ce qui est corrélé ou pas. J'entendais vraiment prendre les données, entraîner le modèle et regarder les performances du modèle. Mais c'est vrai qu'il y a aussi tout un champ, dans la data qui est finalement, tester ces données. Parce que dans le développement, plus traditionnel, on a pour habitude de tester son code, mais en machine learning, bah, ça suffit pas, malheureusement. Il y a tout un champ qui est donné aux données, qui, sont même peut-être, plus importantes, finalement, que le code en lui-même, puisque c'est de là que tout démarre. C'est à partir des données que finalement on construit, le système. Donc il faut pouvoir être sûr que tout se passe bien, que quand on a des nouvelles données, ben, c'est, le schéma qui est attendu, qu'il y a pas trop de valeurs nulles, ce genre de choses. Alors j'avais une question aussi sur, le test des données. Donc je pense que pareil, test unitaire, ça va vous parler. Donc il semblerait que l'on puisse aussi, avoir une approche un peu, similaire pour les données, c'est bien ça? Alors en fait, il y a 2 approches, enfin il y a 2 approches, il y a 2 manières de concevoir ça. Il y en a qui vont considérer que ce sont des tests de données, il y en a qui vont considérer que c'est du monitoring de données. D'accord. Mais en tout cas, dans les 2 cas, il y a cette idée que: «OK, j'ai fait mon ingestion de données». On va dire que tous les jours, par exemple, je fais des prédictions, donc j'ai de la donnée qui arrive sur laquelle je fais mes prédictions. Mais je lui fais pas confiance, un peu comme mon code, on va dire. Je lui fais pas confiance, donc à chaque fois, je lance une batterie, de tests qui sont un peu comme de la régression. C'est-à-dire, je vérifie que mes données sont toujours plus ou moins ressemblantes à celles que j'ai eues la veille. Donc il y a vraiment des outils qui, par exemple, nous disent: «Ben, je fais des tests unitaires de données». Donc je pense à DQ, par exemple, Mmh. qui est, un outil, fait avec Spark, qui permet,
d'évaluer, la donnée, qu'on reçoit et de se dire: «Bah, OK, combien j'ai de valeur, dans tel champ? Est-ce que ce sont bien, les valeurs, que j'ai l'habitude de recevoir?» Ce genre de choses. Donc après on peut le faire sans outil aussi, hein, mais en tout cas la démarche est là de se dire: «Ben, je vais, commencer par, tester ma donnée» parce que vu que c'est sur elle que j'apprends, avec elle que je fais mes prédictions. On a les 2 cas, ça peut être la source de l'entraînement et ou la source des prédictions. Bah, il faut que je puisse quand même vérifier, ce que j'ai en entrée pour pas raconter trop de bêtises, par la suite. Oui, faut pas trop se planter là. C'est un peu l'idée. Et du coup, alors j'imagine que ça doit quand même arriver, donc tu passes tes tests et tu te rends compte qu'il y a des données, qui sont pas top. Donc là, quelle est la démarche ou quelles sont les bonnes pratiques, dans cette situation? Bah, du coup, ça va dépendre des projets et de si on est en train d'entraîner ou de prédire. Donc j'ai connu pas mal de cas, de contextes. Il y a des cas où c'est genre, grave, j'ai envie de dire, enfin c'est on considère en tout cas que c'est critique. Donc on arrête tout. On considère qu'on arrête tout et on investigue pour voir pourquoi la donnée est mauvaise. Enfin, on considère que la donnée est mauvaise. Est-ce qu'il y a eu une anomalie? Comment est-ce qu'elle a été, ingérée, générée? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'on en est à cet état-là? Et seulement une fois qu'on a découvert le problème et qu'on l'a réglé ou qu'on a calibré, le modèle parce que, bah, la donnée a juste changé et il va falloir s'habituer au fait qu'elle a changé, Mmh. on continue. Ou alors il y a aussi des cas où on se dit: «J'ai une partie de mes données qui sont pourries, je les mets de côté». Je D'accord, considère que je les mets de côté. Il y a toujours investigation et je pense qu'il faut toujours qu'il y ait investigation, mais disons qu'il y a des cas qui sont plus critiques que d'autres ou du moins qu'on juge, plus critiques, que d'autres. d'accord. Et juste pour être sûr, en fait, qu'est-ce qu'on appelle une donnée pourrie ou une mauvaise donnée? Est-ce que c'est, une donnée dont il manque des informations? Est-ce que c'est une anomalie? Un truc qui sort de l'ordinaire par rapport à ce qu'on a d'habitude? Enfin, comment tu Mmh. comment tu la définis? C'est une super bonne question parce qu'effectivement je dis une donnée pourrie, mais ça n'existe pas en soi une donnée pourrie en fait. Oui, voilà. Tout à fait. En fait, il y a 2 approches. Il y a l'approche donc un peu test unitaire justement dont je parlais tout à l'heure où on a défini ce qu'on attendait. On attend, une donnée où on a 10 champs. Le champ numéro un, il a 10 valeurs qui sont ci, ça en proportion de 20, 10, 50. Donc il y a vraiment l'approche, je sais ce que j'attends et si j'attends quelque chose de différent, je lève une alerte, j'investigue. Et puis il y a l'approche, drift, ce qu'on appelle le data drift, c'est-à-dire j'évalue si ma donnée a drifté et là on va passer par Mmh. des choses différentes. On va on va comparer les 2 distributions de nos données pour voir à quel point elles sont différentes et en fonction d'un seuil, on considère qu'elles sont trop différentes pour continuer ou ça va, ça a un peu différé mais ça va. D'accord. Et alors là, on rentre dans des statistiques. Oui, c'est ça. Et là, est-ce que alors là, sur le terrain, est-ce que, bah, vous devez avoir un niveau en statistique à probabilité, suffisant pour traiter ça? Ou enfin, comment ça se fait? Vous le faites à la main? Il y a des modèles, encore une fois, est-ce que c'est des outils qui le font pour vous ou? Alors du coup, pour le data drift, c'est un peu, compliqué, si j'ose dire, dans le sens où il y a beaucoup de papiers, sur le sujet, il y a beaucoup de recherches, mais finalement, on n'est pas totalement sûr de savoir quelles sont les meilleures manières de détecter quand on a un data drift. Donc il y a un petit peu, 2 écoles, qui s'affrontent. Il y a, calculer la distance entre mes 2 distributions. Mmh. Mais comment je fais ça? Est-ce que je prends une distance euclidienne, une Wasserstein distance? Bon, je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails de ces distances, mais déjà quelle distance on choisit si on choisit cette solution? Et puis à le côté, on fait des tests, statistiques, pour, rejeter ou pas le fait que la distribution est différente de ce qu'on avait l'habitude d'avoir. Donc oui, là, ça commence à devenir un peu statistique. Et aujourd'hui, en plus, il y a pas encore beaucoup, d'outils, sur le marché qui permettent de faire ça.
D'accord. Donc c'est vrai que c'est un terrain un peu glissant et pourtant, le data drift, ça arrive, assez souvent et on a un exemple, je pense, assez frappant qui nous est arrivé il y a pas si longtemps que ça, avec, la pandémie, qu'on est en train de vivre, où finalement ça a changé tellement de choses. Ça a changé les comportements d'achat, ça a changé, ben, la santé économique, de pas mal d'entreprises. Mmh. Donc du coup, finalement, les gens ne réagissent plus pareil, les choses ne sont plus tout à fait pareilles et un petit peu, pas tout à fait du jour au lendemain, mais beaucoup de choses ont changé et les données ont drifté et les modèles, se sont cassés la figure. Donc c'est pas quelque chose d'anodin et ça arrive pour sûr, ça arrive tout le temps. C'est juste une question de temps avant que, les données, ne changent. Effectivement, ouais, ça vient c'est vrai que la pandémie vient casser aussi, toutes les saisonnalités, des données qu'on pouvait retrouver, bah, ouais, sur les achats, par exemple, j'imagine, achats en ligne, achats et cetera, ouais. Ouais, c'est vrai. Mmh, Ouais, j'avais pas pensé à tout à ça, fait. et du coup, est-ce que tu dirais que le data drift, c'est, peut-être le futur, buzzword? Enfin, si tu as l'air de dire que ça reste encore, assez récent, qu'il y a des papiers de recherche dessus, mais que bon, il y a pas encore, des outils, peut-être, éprouvés sur le sujet. Est-ce que, ça pourrait être une nouvelle préoccupation, là, peut-être l'année prochaine, cette année, je sais pas? Clairement oui. Bon, je ne peux que prédire, enfin imaginer, le Ouais. futur, mais je pense que oui. Je pense que le data drift est un peu le nouveau, buzzword, du machine learning et qu'aujourd'hui, on ne sait pas toujours comment faire. Il y a quand même quelques librairies qui commencent à pointer le nez, mais que demain, enfin, pour avoir discuté récemment avec beaucoup de plateformes, sur le sujet, elles sont toutes plus ou moins en train de mettre, ça en place et je pense que, ça va venir et que les choses seront plus matures, dans quelque temps. Bah, moi, j'avais envie de revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait que les modèles se soient cassés, par exemple, à cause de la pandémie, notamment, sur tout ce qui tourne comportement, des utilisateurs, par exemple pour des achats. Est-ce que, c'est pas frustrant quand tu as bossé, je sais pas, des mois, des années sur des modèles, de machine learning et que d'un coup, boum, il y a un événement, soudain qui se passe, qui vient tout foutre en l'air et sur lesquels tu as aucune prise? Bah, du coup, c'est une bonne question et je suis assez d'accord avec le fait que ça génère de la frustration et là où je pense que ça génère de la frustration, c'est que je vois souvent, la tentation d'entraîner une fois et dire: «C'est bon» et en fait, c'est très dur de se dire: «Non, en fait, c'est pas bon, c'est que le début». C'est que le début et quoi qu'il arrive, il va y avoir des changements. Alors après, ces changements, ils peuvent être, voilà, assez soudains et dus à l'actualité comme ce qu'on a vécu, mais ça peut être aussi les saisons. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu, par exemple, bah, il y a des choses qu'on fait pas exactement de la même manière, en été, en hiver, à Noël, ce genre de choses. Donc bah, il faut savoir y être préparé et se dire que, ben, finalement, il faut peut-être intégrer dans son modèle la saisonnalité et ça, tant qu'on n'a pas testé, on le sait pas forcément. Donc finalement, oui, c'est frustrant et c'est vrai que ça veut dire qu'il ben, il va falloir continuellement réentraîner, mais pas juste réentraîner avec de nouvelles données, mais parfois, se dire que, ben, certaines features ne sont plus valides ou qu'il faut en ajouter d'autres. Donc finalement, il faut continuer à travailler sur son modèle, tout au long de sa vie. Alors après, tous les modèles n'évoluent pas aussi fortement. Il y en a, par exemple, le cas des pannes d'ascenseur où c'est des, enfin, où c'est des événements assez techniques. Par exemple, là, ça évolue moins, mais tous les modèles évoluent et c'est vrai que c'est une partie un peu frustrante de se dire, bah, j'ai cliqué, sur le bouton de la mise en prod et tant qu'aucun utilisateur, se plaint pas, enfin, tant que personne ne se plaint, tout va bien. Bah, en fait, non, ça va changer. En plus, ce qui est vicieux, c'est que ça ne se voit pas forcément pour, l'utilisateur qui utilise la prédiction. Dans certains cas, il va se dire: «C'est bizarre», mais pas forcément. Donc il faut être vigilant, en fait, là-dessus et c'est vrai que c'est un peu frustrant. Ouais. Est-ce que tu as d'autres frustrations à partager, pour, essayer de comment dire? Parce qu'on a commencé ce podcast en disant que voilà, machine learning, buzzword, tout est beau, tu balances tes données dans ton modèle et puis, bah, tu as des jolis résultats à la fin. Je me dis c'est peut-être le moment de peut-être,
partager à d'autres désillusions ou je sais pas s'il y a d'autres frustrations? Une autre frustration peut-être, enfin, c'est pas vraiment une frustration, mais de la même manière que je vois que le data drift est en train de prendre de l'importance, mais qui n'est pas encore toujours, pris en considération alors qu'il donne pas mal d'erreurs silencieuses. Une autre chose comme ça, c'est peut-être, l'interprétabilité, l'explainabilité des modèles. Quoique là, c'est clairement en train de devenir un buzzword, enfin, je pense que ça l'est déjà en tout cas dans le domaine du machine learning et que ça va se répondre autour. C'est le fait de pouvoir expliquer, ces modèles. Donc c'est un peu pareil finalement dans le sens où une fois qu'on a mis en production, ça s'arrête pas là. C'est pas parce que le modèle est performant qu'il va marcher dans le sens où, les utilisateurs vont l'utiliser. Si c'est une recommandation, bon, bah, de toute façon, les utilisateurs, ils ont pas le choix, ils se font recommander une vidéo après la première, bon, bah, ça arrive tout seul. Mais si par exemple, c'est le cas du technicien qui est sur notre panne d'ascenseur, il faut pouvoir lui dire, «Aie confiance, je t'assure que la panne va bien avoir lieu». Et Ah, ça passe par ce qu'on appelle de l'interprétabilité, de l'explainabilité, c'est le dire, «Ben, je pense qu'il va y avoir une panne parce que j'ai remarqué ça». Et donner en fait plus d'explications sur pourquoi cette prédiction pour, lui donner confiance en cette prédiction. En vrai, d'accord. souvent, l'interprétabilité et l'explainability, c'est c'est souvent relié à l'éthique, à tout ce qui est éthique, au biais, et cetera. Moi, c'est un cas que j'ai pas eu jusqu'ici, de travailler sur des choses comme ça. Et justement, on a l'impression que l'interprétabilité, c'est que pour ça. C'est que si on travaille dans le domaine public, qu'on a besoin de pas avoir de biais, et cetera. Alors qu'en fait, ça peut servir à donner de la confiance. Ça peut aussi servir à dire: «Je vous recommande tel produit parce que tel utilisateur l'a fait» et du coup, on a confiance, donc c'est un argument finalement super marketing. Ça peut être aussi parce qu'on veut comprendre son modèle, parce qu'on veut le débugger. Ah OK, finalement, les features qui, sont importantes dans mon modèle, c'est celle-ci et pas celle-ci. Donc peut-être que je peux enlever celle-ci. Donc ça sert aussi au debug et à comprendre un peu mieux, ce qui se passe à l'intérieur de ces, plus ou moins boîtes noires, en fait. OK, super. Bah, du coup, on va surveiller, nouveau, buzzword et bah, pour conclure, je voulais savoir si, bah, tu avais peut-être un dernier message à donner aux personnes qui nous écoutent, hein? Oui, alors le conseil que peut-être je pourrais donner, c'est que, le machine learning, c'est à mon sens un sujet passionnant, comme, activité, professionnelle, mais pas forcément pour les raisons qu'on croit, pas forcément pour ces buzzwords que sont l'intelligence artificielle, les réseaux de neurones. Par exemple, très souvent, on n'a pas besoin de réseaux de neurones. Mais par contre, c'est un champ vaste où on va faire de la validation de modèles de mille et une manières, où on va se demander comment interpréter nos modèles, comment ne se comment éviter les surprises, que nous réservent les données. Donc en fait, c'est vaste et c'est ce côté-là qui, à mon sens, est passionnant. OK, bah, écoute, je crois que le message est clair, hein. Bah, merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à venir en discuter sur notre blog, blog.humancoders.com, et puis à nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter et LinkedIn. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode.